Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission en France, à Biarritz, une cité balnéaire connue du sud-ouest français où vit Vladimir Ossetchkine, un opposant russe réfugié en France, coupable aux yeux de Vladimir Poutine d'avoir, après des séjours dans les prisons du régime, créé une ONG qui dénonce les actes de corruption, de torture et de viol dans les établissements pénitentiaires de l'ex-URSS. En octobre 2025, le contre-espionnage français a interpellé 4 suspects, dont 3 originaires du Daghestan en Russie, qui se seraient rendus à Biarritz pour planifier une action violente contre l'opposant russe. Ossetchkine qui raconte qu'en 2022 déjà, il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il aurait même vu le point rouge d'un viseur laser se déplacer sur la balustrade de sa terrasse. Vous l'aurez compris, on vous parle d'espions cette semaine, non pas ceux des films, mais ceux du monde réel. Des espions au service de démocratie comme de dictature, vous allez voir. Un tour du monde qui nous raconte l'évolution des services de renseignement au fil du temps, mais aussi comment certaines puissances moyennes investissent dans ce secteur pour rivaliser avec les grandes. Sortons nos cartes. Israël, 7 octobre 2023, la terrible attaque du Hamas, 1200 morts, 251 otages, traumatise le monde entier. Mais aussi les services de renseignement israéliens, vus comme les meilleurs au monde. Et ce, malgré la supériorité technologique d'Israël, clôture avec tirs automatiques et drones omniprésents. Le renseignement israélien est organisé entre le Mossad, voici son siège à Tel Aviv, le Shin Bet, et voici l'unité 8200, chargée spécifiquement d'écouter le Hamas. Le 7 octobre est une faille du renseignement, mais aussi une faille politique. Benyamin Netanyahou pensait avoir placé le Hamas sous contrôle et se méfiait de ses propres services. Or, le renseignement est inutile s'il n'est pas écouté par les dirigeants d'un pays. Informé, influencé, manipulé, chaque État possède ses services secrets, signes et outils de souveraineté et de puissance. Alors pour comprendre les spécificités de chacun, faisons un rapide tour du monde de ces acteurs de l'ombre. Direction d'abord les États-Unis, première puissance mondiale. À 13 km de la Maison-Blanche, voici Langley, siège de la célèbre CIA. Depuis 1947, la CIA est le bras armé de la politique étrangère américaine, mêlant UMINT, le renseignement humain, influence diplomatique et opérations clandestines. Non loin, voici la NSA, devenue depuis les attentats de 2001 le plus puissant service d'écoute et de cryptologie au monde, ce que l'on appelle le SIGINT. Omniprésente, la communauté du renseignement américain, 200 000 employés, compte 18 agences, dont le FBI, chargé du contre-espionnage. Budget officiel, 106 milliards de dollars. À présent, direction Moscou. Voici la célèbre Loubianka, siège du FSB, véritable État dans l'État. Ici se trouvait la Tchéka sous Lénine, le NKVD sous Staline, puis le KGB, où Vladimir Poutine a fait carrière. À la fin de l'URSS, le KGB disparaît et donne naissance au FSB pour le renseignement et la répression intérieure, y compris l'assassinat d'opposants. Voici le SVR pour l'espionnage, la désinformation et la guerre hybride. Enfin le GRU militaire, très actif en Ukraine. Effectif, plus de 213 000 agents, budget inconnu. Et je vous emmène maintenant à Pékin. Voici le ministère de la Sécurité d'État, non loin de la place Tiananmen. Le MSS est au service du Parti communiste et de l'espionnage extérieur, budget classifié entre 100 et 800 000 employés. La Chine applique une stratégie systématique d'infiltration et de vol des secrets industriels, aéronautique, télécommunications, intelligence artificielle. Alors qu'en est-il de la France? Voici le siège de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, au nord de Paris. Flouté par Google, mais pas par Yandex, son équivalent russe. La DGSE compte 7200 agents, avec une expertise particulière pour l'Afrique. Et voici maintenant la DGSI, à Levallois-Perret, 5500 membres en charge de l'antiterrorisme et du contre-espionnage. Cette dichotomie extérieur-intérieur se retrouve en Allemagne avec le BND et le Verfassungsschutz qui défend la constitution allemande.
Enfin, le Royaume-Uni est célèbre pour son MI6, depuis les films de James Bond, voici son siège futuriste, le renseignement intérieur, MI5, non loin de Downing Street, et le JCHQ, qui surveille d'énormes flux d'informations et les échanges avec la NSA et les services canadiens, australiens et néo-zélandais au sein de l'alliance des Five Eyes. Alors, au-delà des grandes puissances, des puissances moyennes ont-elles aussi misé sur leurs services de renseignement pour soutenir leurs ambitions régionales? C'est le cas de la Turquie d'Erdogan. Voici le siège du mythe turc, surnom la forteresse. C'est d'ici qu'Ankara lutte contre le PKK kurde, aide les rebelles anti-Assad en Syrie ou encore traque les opposants d'Erdogan jusqu'en France et en Allemagne. Arrêtons-nous maintenant en Iran, à Téhéran, où les services iraniens forment et arment les milices chiites du Liban, de Syrie et d'Irak et trouvent des relais jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud. Citons encore les services de renseignement des Émirats, très actifs au Yémen, en Libye ou au Soudan, ceux de Serbie, proches de Moscou et de Pékin, très présents dans les Balkans. Et enfin ceux de Cuba, d'Égypte, du Pakistan et de Corée du Nord, pour qui le renseignement est également vecteur de puissance. L'essor de ces services remonte à la guerre froide. Le monde est alors séparé en deux blocs qui orchestrent coups d'État et ingérence pour maintenir certains États dans leur sphère d'influence. Deux exemples. En 1968, c'est le KGB russe qui met fin au printemps de Prague avec ses alliés du pacte de Varsovie. Et au Chili, en 1973, la CIA soutient le coup d'État contre le socialiste Salvador Allende. 1991, c'est la fin de l'URSS, une période qui aurait pu reléguer les services de renseignement au second plan, mais l'émergence d'un monde multipolaire, instable et aux nombreuses sources de conflits, vous allez voir, va au contraire démultiplier les acteurs du renseignement, leurs missions et leurs outils. 11 septembre 2001, plus de 3000 morts. La lutte contre le terrorisme devient dès lors centrale pour les services de renseignement de nombreux pays. CIA, FBI et NSA n'ont pas su prévoir l'attentat. Services cloisonnés, manque d'imagination, incapacité à lire les signaux faibles. Certains terroristes s'entraînaient en effet dans des écoles de vol américaines. En réaction, Washington décuple les moyens contre l'islamisme radical. 10 ans plus tard, la traque des services américains aboutit à Abbottabad au Pakistan. Ben Laden, cerveau d'Al-Qaïda, y est tué par un commando héliporté. Seconde menace qui occupe les services de renseignement, la guerre hybride menée par certains acteurs, notamment la Russie de Poutine. Pour le comprendre, direction Salisbury en Angleterre. En 2018, Sergei Skripal, ex-espion russe passé au MI6 et sa fille, y sont empoisonnés au Novichok, poison soviétique de qualité militaire. L'enquête des services anglais et du site d'investigation Bellingcat démasque 3 agents du GRU déjà actifs en Ukraine, en Bulgarie, en Transnistrie et au Monténégro. Ces opérations russes en Europe sont difficiles à contrer, car elles n'atteignent jamais le stade de la guerre ouverte. Mais ces opérations ont triplé entre 2023 et 2024. Depuis l'affaire Skripal, on compte de nombreuses attaques contre des transports, des câbles sous-marins et des ports, le sabotage d'installations énergétiques, de sites militaires, notamment en Belgique, Allemagne, Roumanie, des assassinats réussis de dissidents russes, des assassinats ratés aussi, comme celui du PDG allemand des usines d'armement Rheinmetall, sans oublier le survol par drone de sites sensibles, notamment en Pologne, Allemagne, Pays-Baltes, Belgique, Danemark, avec toujours le même objectif, tester, intimider et déstabiliser les Européens. Troisième menace, cette fois mondiale, qui occupe les services de renseignement, la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive. Exemple, le programme nucléaire iranien à Natanz. En 2010, les États-Unis et Israël parviennent à ralentir son enrichissement d'uranium grâce au virus Stuxnet qui sabote des milliers de centrifugeuses. Cette stratégie incitera Téhéran à négocier avec l'Occident en 2015.
Le Mossad, qui défend la survie d'Israël, utilise aussi des moyens plus radicaux, éliminer des ingénieurs nucléaires iraniens, ou en 2024, frapper lourdement des cadres et réseaux logistiques du Hezbollah libanais avec des téléphones piégés, une opération inédite. Enfin, il y a désormais la cyberguerre. Elle permet aux services de puissance moyenne de rivaliser avec les grandes. Pour le comprendre, direction Pyongyang, en Corée du Nord. Le bureau 121 nord-coréen a déclenché depuis 2014 des cyberattaques régulières qui paralysent médias, banques ou systèmes d'armes de la riche et très connectée Corée du Sud. Et en février 2025, le groupe Lazarus, autre unité nord-coréenne, déjà active dans 14 pays, a réussi à hacker la plateforme financière Bybit à Singapour, butin 1,5 milliard de dollars. Voilà pour ce tour du monde des espions. On l'aura compris, leurs missions et leurs moyens ont évolué avec le temps et les nouvelles technologies. Et les grandes puissances ne sont plus les seules à disposer de services de renseignement performants. Terminons avec une catégorie d'espions dont nous n'avons pas encore parlé, les transfuges ou agents doubles. Voici par exemple Oleg Gordievski, mort en mars 2025, après une vie bien remplie de hauts responsables du KGB qui s'était mis discrètement au service du Royaume britannique dans les années 1980, démasqué par les soviétiques en 1985 et décoré par la reine Elisabeth II en 2007, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, de quoi rendre un certain James Bond un brin jaloux. Un autre livre pour aller plus loin, celui de la journaliste Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie, aux éditions Talendier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.